messieurs, chers collègues, étudiants, merci de me donner la parole pour parler d'un sujet qui ne m'a pas été invité. J'ai choisi parce que je pense pouvoir vous démontrer le lien qu'il y a avec le thème de ce colloque. Mais dans un premier temps, je voudrais faire un tout petit peu d'histoire personnelle. La première fois que j'ai rencontré et que j'ai découvert une prison d'outre-mer, il s'agissait, on est dans les années 95-96, du camp Est, Nouméa, seul centre pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie, qui est situé sur une presqu'île, qui était autrefois une île, c'est Nouville, qui est la même que le site de l'université, ça c'est pur hasard, mais qui est situé dans les anciens bâtiments du bagne. Et le camp Est, eh bien, à Nouville, est appelé par les Calédoniens tous l'île de l'oubli. Parce que c'est l'île où, comment, on ferme, on met en place le silence et on oublie le temps, on oublie sa famille, on oublie sa patrie. Et donc, j'ai découvert cet établissement. J'ai eu l'occasion d'abord de le visiter, puis d'y travailler un petit peu avec un jeune directeur dynamique, un certain Laurent Ridel, qui a eu, semble-t-il, une carrière plutôt correcte par la suite. Et je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce colloque parce que quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de revenir à Tahiti où j'étais venu pour enseigner dans ces murs. Mais là, j'y suis revenu à votre invitation, chers collègues, et j'ai eu l'occasion, grâce à vous, et je vous en remercie, de visiter deux établissements de Tahiti, le centre pénitentiaire de Pha et celui de Tatoutou. Un petit reproche quand même, on aurait pu faire les marquis des Rayatea, ça aurait été quand même le minimum pour avoir la vision totale, mais ces deux établissements m'ont permis, et dans cet ordre-là, c'est bien choisi, de voir qu'en 25 ans, les choses avaient changé dans les faits, dans les hommes et dans les lois, évidemment. Et que on a toutes les raisons, collectivement, d'être optimistes, que l'on soit calédonien, métropolitain, tahitien, parce que le sens de l'histoire pénitentiaire est quand même un sens progressiste et qui va dans la direction d'une fraternité qui est de mieux en mieux prise en compte. Donc j'ai visité Tatoutou et j'y ai rencontré un jeune directeur dynamique, un certain Vincent Verdet, dont on peut se dire qu'il fera peut-être une carrière correcte après ce poste-là. Merci pour cette visite. Quelques précisions concernant les mots. Là encore, chacun d'entre nous définit, c'est propre de cet exercice, les mots qu'il va employer. Je vais vous parler de secret, mais je vais vous parler de dignité. Et là, je vais prendre une autre casquette universitaire qui est celle de responsable de droit de la santé. En droit de la santé, ça fait 20 ans qu'on nous vend de la dignité. Sauf que, en droit de la santé, on a réglé le problème. C'est un terme inopérant en droit. Pourquoi? Parce que c'est un terme polysémique, un mot valise dans lequel chacun fait ce qu'il veut. Et on en a deux exemples, je vous livre rapidement, titre introductif, qui montrent que c'est réversible. On peut retourner le mot, pas forcément. D'abord, il y a eu l'arrêt Perruche dans les années 2000. Arrêt Perruche, on indemnise un enfant né handicapé parce que pendant la grossesse, sa mère a été en contact avec la rubéole et que le laboratoire a planté le test. Il y avait dans la rue des partisans de l'indemnisation de cet enfant devenu majeur pour son handicap, au nom de la dignité des personnes handicapées. La dignité était le standard, mais il y avait dans la rue des opposants à l'indemnisation de Nicolas Perruche, au nom du fait que, avec des t-shirts, je ne suis pas un handicap, avec des enfants trisomiques, je ne suis pas un préjudice, etc. Et leur argument, leur oriflamme, c'était le respect de la dignité. Les favorables et les défavorables invoquaient la dignité. Autre débat sur la fin de vie. Concernant la fin de vie, et on l'a vu avec l'affaire Vincent Lambert, dans cette danse macabre autour de Vincent Lambert, on a sa mère et une de ses sœurs qui, au nom de la dignité de cet individu souffrant, refusent qu'on puisse cesser les soins et mettre un terme à sa vie pour respecter sa dignité. Et puis, on a les autres frères et sœurs s'appuyant sur une association qui veut mettre en place le droit à mourir dans la dignité, ADMD. Donc la dignité, en fait, c'est relatif, et vous l'avez bien dit, chers collègues, c'est relatif aux personnes, aux périodes, et puis aux mots. Et c'est-à-dire que le tutoiement est relatif, c'est vrai qu'il peut être affectif ou mépris, mais il y a d'autres mots. On a parlé des baumettes,
dans la région des Mohamed, si vous finissez votre phrase et vous parlez à quelqu'un dans Kong, c'est affectif. Bon. En Calédonie, je le partage avec vous, c'est très affectif et pas du tout indigne de finir une phrase par enculé. L'enculé de bon mec, l'enculé de ceci, c'est une interjection. J'avais à l'époque un enfant à l'école maternelle, la première fois qu'il est revenu en disant cette interjection, je lui ai expliqué le cadre relatif de l'emploi du mot. Et je pense que dans chaque univers culturel, il y a des relativités. Et je dirais, le problème de la dignité, je termine sur ce mot, avant de parler de secret, c'est quand même le commande, c'est qu'il n'y a pas de dignitomètre permettant de dire là on est bon, là on n'est pas bon. Et même si certains y vont au centimètre carré, je pense que c'est une notion humaine et qu'il n'y a pas d'outil de calcul. Sur les mots, il faut parler de secret et surtout à Tahiti, distinguer le secret, le mystère et le tabou. Ils sont les trois cousins dans ce domaine. Et là, je renverrai évidemment aux écrits et à un psychiatre qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les secrets de famille, et dans lequel il explique la différence. Un mystère, c'est ce qu'on ne comprend pas. Évidemment, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie. Dans le champ juridique, il y a des grands mystères. Et moi qui viens de l'Est de la France, on a notre affaire Grégory qui reste un mystère incompréhensible. Et puis il y a des mystères polynésiens, des contes, il y a aussi des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Il y a des tabous, évidemment, des interdits symboliques. Et en prison, il y a des mystères et des tabous, évidemment. Et puis le sujet, c'est les secrets. Quelle différence? Le secret, les secrets sont des informations qu'un individu a. C'est pas un mystère, il a l'information. Mais il décide, à un instant donné, de la séparer des autres informations pour la cacher, pour la mettre au coffre, pour la mettre dans un univers où elle ne circulera pas. Le secret, c'est l'information séparée qu'on a mis après. Évidemment, des secrets, eh bien, dans le monde pénitentiaire, dans le monde juridique en général, et dans le monde pénitentiaire, on va voir qu'il y en a non pas un, mais plusieurs, et c'est pour ça que j'ai insisté auprès de ma collègue pour qu'il y ait un pluriel au secret en prison, parce qu'au départ, quand j'ai échangé avec elle, je m'étais dit, je vais traiter en gros des deux grands secrets autour du soin, la santé, et puis autour du droit, du statut pénal. Je me suis dit, voilà, j'en ai deux, et puis avec ça, je fais deux parties, etc. Et en fait, en creusant un tout petit peu, je me suis rendu compte qu'il y en avait bien plus que deux, puisqu'il y en a au moins 5 identifiés, au-delà du secret des professions de santé dont on va parler, au-delà des secrets de l'avocat, il y a aussi les secrets de l'aumônier, évidemment, les secrets de l'enquête et de l'instruction, évidemment, et puis des secrets beaucoup plus personnels, intimes, familiaux, dont on aura l'occasion là encore de parler. Donc il y a plein de secrets, c'est-à-dire, si vous me permettez l'allusion, non pas stellaire ou astronomique, mais maritime, dans cet archipel, on vit dans un océan de liberté de communication et de circulation d'informations, oui, un océan de liberté, d'information, et puis il y a quelques îlots d'interdits qui sont autant de secrets. Et nous allons voir, et ce sera l'objet de mon propos, que eh bien, ce principe qu'il existe des secrets dans la prison, eh bien, connaît évidemment, et Emmanuel Gindre a spoilé mon plan tout à l'heure en passant la parole, outre ce principe de l'existence d'un certain nombre de secrets, il y a des dérogations, des assouplissements qui vont faire qu'il va y avoir de temps en temps un affaiblissement, mais qui peut être positif, dynamique. Aspect statique, le principe, les secrets en prison, et puis ensuite, dynamique, les secrets de la prison et certaines circulations relatives. Voilà ce que je veux aborder avec vous. Mais avant, je voudrais finir cette introduction par quelques enjeux de ceux dont nous allons parler. Il y a des enjeux individuels, évidemment, on va parler du détenu, on va parler du surveillant, on va parler du directeur, mais il y a aussi des enjeux politiques. Parce que l'information, la question de l'information, c'est une question politique. L'information, c'est du pouvoir. Avoir une information sur autrui, sur une institution, sur un établissement, c'est avoir du pouvoir. Donc, en matière d'information, spécialiste de ces questions l'explique très bien. Chacun d'entre nous en veut le plus possible. Un procureur général, il veut en savoir le plus possible. Parce que c'est son métier. Un avocat aussi. Un médecin aussi. Il veut en savoir le plus possible avec bienveillance, dans un but qui est honorifique, qui est tout à fait honorable. Tout. Et à l'inverse, comme c'est le pouvoir, on veut en donner le moins possible, avec des enjeux non seulement politiques,
sur le fonctionnement des structures d'établissement, mais aussi parfois des enjeux politiciens. Et je voudrais ici évoquer une année charnière, qui est l'année 2009, évidemment parce que ça va se terminer par la loi du 24 novembre 2009, la loi pénitentiaire, mais parce que il y a eu sur la question du secret en détention une bataille homérique, dont forcément les grands médias n'ont pas toujours donné la mesure, mais c'est qu'il y a une bascule, un empannage des spécialistes de voile, des Pléiades, un empannage complet. Le projet de loi initial, initié par une certaine Rachida D, avait, noir sur blanc, mis le fait qu'il fallait une dérogation du secret professionnel au bénéfice de la paix. L'idée étant, avec derrière une démarche syndicale et politique, que, je cite, au nom de la sécurité, de l'efficacité, de la modernité de la paix, il fallait qu'il y ait accès à l'ensemble des informations pour que la paix puisse être efficace. Je simplifie, la fin, la sécurité, l'efficacité, la qualité justifient les moyens. Ça, c'était le projet. Il y a eu une montée au créneau d'un certain nombre d'associations, d'un certain nombre de structures, d'un certain nombre de politiques, de la Ligue des droits de l'homme, etc. Et puis surtout, débat parlementaire. Et parfois, on se moque de l'absence de débat ou des débats de bas niveau. Là, il y a eu des débats que je mettrai en référence dans mon article, extrêmement intéressants, parce que là, se sont vraiment affrontés les approches légalistes, juridiques, sans que le mot dignité les figure, mais c'est de ça dont on parlait. Je le fais simple. Évidemment, la loi pénitentiaire a eu un article 5, qui est devenu aujourd'hui l'article 322.3 du Code pénitentiaire. Le secret, en particulier en matière médicale, eh bien, est un secret auquel le détenu a droit. Il doit être respecté. Et il y a d'autres textes d'ailleurs qui ont rajouté, le détenu doit être un patient comme un autre. Quelques petites difficultés sur le libre choix du médecin. Je vous ai expliqué le médecin de Tatoutou, qui est tout seul. Le libre choix du médecin est quand même un peu altéré. En revanche, nous allons le voir ensemble, le secret, y compris dans le domaine des soins, est bien de mieux en mieux respecté, même s'il y a des dérogations. Alors, l'aspect statique, vous me dites dès que j'ai dépassé une heure, le temps qui m'est imparti. L'aspect statique, les secrets dans la prison, il y a, à mon avis, 3 points qu'on peut citer, et là encore, c'est l'intérêt de l'écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent, on pourra vous donner tous les éléments dans le papier. Pour présenter les principes des secrets dans la prison, on pourrait parler d'abord des acteurs, puis on parlera des lieux, puis des outils. Quelques mots sur chacun de ces 3 points. Sur les acteurs, qui est tenu au secret professionnel au sens du code pénal 226-13 en prison? Eh bien, simple, tout le monde. Tous les agents qui interviennent, et pas seulement les agents de la pénitentiaire, pas seulement les fonctionnaires de l'État dans la prison, mais tous les intervenants, y compris les collaborateurs occasionnels du service public, tous sont tenus au secret. Qui le dit? C'est pas moi. Pour la France, c'est la loi du 13 juillet 83 pour la métropole, et pour la Polynésie, c'est l'ordonnance du 4 janvier 2005. Tous les agents sont tenus au secret. Donc on n'a pas à se poser trop de questions, que ce soit des agents permanents, titulaires, à plein temps, des capitaines émérites qui font visiter Tatoutou à des juristes métropolitains, ou que ce soit l'aumônier ponctuel qui vient même une fois par an, tous sont tenus au secret. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être tenu au secret? Quelles sont les conséquences? Je rappelle juste que depuis quelques années, c'est un délit pénal de violer le secret. Quelques années, 1810. Depuis 1810 et sans désemparer, sans discontinuer jusqu'en 2022, la violation du secret est un délit pénal. Pas énormément de jurisprudence sur le personnel de la paix qui aurait violé le secret, mais évidemment, on pourrait à tout moment là. Sur le secret, je précise juste ici un point concernant les acteurs qui est irritant pour ceux qui s'intéressent à cette question, c'est que l'on continue à employer dans les textes, y compris dans le code, l'expression totalement désuète sur le plan du droit de secret médical. Cette expression n'existe plus et elle n'a plus lieu d'être. Pourquoi? Parce que le code pénal l'a écarté en 92. Bon, il n'y a plus le mot médecin ni médical dans le code pénal, dans 226. Okay,
Et le Code de la santé publique, en 2002, a rajouté, au cas où on l'aurait pas vu, la strate supplémentaire, en disant que sont tenus au secret tous les intervenants dans le système de santé. Il n'y a plus donc lieu de parler de secret médical. Alors me direz-vous, oui, mais on ne parle pas des gens, des acteurs, des soignants, on parle du contenu de l'information. La réponse est la même. Il n'y a plus de secret médical depuis 30 ans, puisque le secret porte aujourd'hui celui qui est garanti par la loi sur toutes les informations concernant la vie privée de l'interlocuteur qu'on acquiert dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de la profession. Tout. Évidemment, ces questions de santé, son diagnostic, son pronostic, ses traitements, son médicament, évidemment, mais pas que. Mais aussi ses relations amoureuses, sentimentales, sexuelles, mais aussi sa fortune et sa religion. Et tout ce qui relève du champ de la vie privée que l'on acquiert en tant qu'agent qui intervient dans une intervention pénitentiaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice, tout ça, c'est... Donc, il ne faut plus parler de secret médical. Le pire, c'est que les médecins continuent à en parler eux-mêmes. Parce qu'ils se trompent 3 fois, les médecins, comme tout le monde, en croyant qu'il y aura un secret typique des médecins, il n'y en a plus. Il y a eu, il n'y a plus. En croyant qu'il y aura un secret sur des données de santé, non, le secret est beaucoup plus large. C'est tout. Et ils se trompent en croyant que de médecin à médecin, ils peuvent tous dire. Évidemment non. Il y a des règles, on les verra dans un deuxième point sur les dérogations et sur le secret partagé, mais ça nous a été très bien expliqué à tout par le médecin responsable du service médical. Lorsque il y a, y compris en urgence absolue, le SAMU qui vient à Tatoukou, alors il y a un cas spécifique d'accès au dossier du service médical. C'est ce qu'on appelle un accès coup de poing, ce dont il faudra éventuellement rendre compte si on l'a utilisé à tort. La traçabilité des accès est une question fondamentale, mais j'en parle dans une minute concernant les autres. Donc, il faut parler de secret professionnel des professionnels de santé ou sur la santé du détenu, plus de secret médical. Sur les lieux, il y a des lieux qui ont été pensés pour garantir justement cette intimité du patient détenu qui, en confiance, doit pouvoir évoquer avec ses interlocuteurs des choses qu'il veut séparer du reste des informations et qu'il peut juridiquement protéger, le code pénal lui donnant l'outil pour protéger. Alors, 2 mots sur l'avocat, d'abord, puisqu'il y a le secret professionnel de l'avocat, je l'ai dit, j'en fais quelques phrases seulement. Les parloirs avocats sont bien évidemment des parloirs différents des parloirs famille. On peut peut-être utiliser, si on n'a pas d'autre solution, les mêmes pièces, mais le traitement juridique de l'intimité est différent. Le parloir famille, et on l'a vu là encore à Tatoukou, mais c'est pareil en italien, est sous l'emprise du regard potentiel de la surveillance, puisqu'on doit contrôler que certaines choses, des échanges, des rapprochements, qu'il n'y ait pas, y compris de produits, mais aussi de gestes, d'actes obscènes, etc. Parloir avocat, c'est un pouvoir confidentiel. Au passage, certains magistrats qui auraient été en poste dans l'Est de la France auraient peut-être entendu parler d'une affaire spinalienne dans laquelle une avocate aurait été prise en flagrant délit dans une posture acrobatique de nature intime. Je fais un dessin ou ça passe c'est bon avec un détenu au parloir avocat. Il se trouve qu'un surveillant a ouvert, a signalé l'information qu'il y a eu une procédure pour exhibitionnisme d'une part, mais aussi une procédure disciplinaire. Enfin, bref, au final, il y a eu relax dans le tribunal correctionnel d'Épinal. Une autre affaire à peu près similaire s'est produite en janvier à la santé à Paris. Question, est-ce que juridiquement, on peut accéder au contenu du parloir avocat qui protège le secret professionnel? Réponse juridique, oui, mais dans les règles du code de procédure pénale. On peut faire une perquisition, on peut faire, en cas de criminalité organisée, etc., une sonorisation, mais ça doit respecter les règles de procédure pénale, puisqu'on est dans l'accès à une intimité protégée par le secret, ce qui n'est pas le cas du parloir. Parloir soins, ou plutôt service de soins, à Tahiti, nous avons vu, grâce à vous, chers collègues, les 2 modèles. Le modèle Fa-Nutunia, salle d'attente, tout le monde. Alors déjà des escaliers, pour accéder au service de santé, ça peut être compliqué quand on est en béquille ou en fauteuil, mais bon, salle d'attente commune, et puis descendre l'examen, un rideau, etc. Évidemment, le secret est un petit peu dispersé aux 4 vents, il est compliqué à être... À l'inverse, on est à tout ça, là, un service avec des portes fermées, avec de l'espace, avec des box d'attente individuelles, etc. Donc, on peut travailler sur des outils
qui améliore, perfectionne la protection du secret. Les acteurs, les lieux, les outils. 2 mots sur les outils. Les outils, c'est le traitement du courrier. Le circuit courrier n'est pas le même, puisque l'AP a accès au courrier, pas au courrier santé, ni au courrier aumônier, ni au courrier avocat. C'est donc que depuis toujours, depuis 1808, Code d'instruction criminelle, on sait gérer des tuyaux étanches de secret entre l'individu et son aumônier, entre l'individu et son avocat. On sait faire et on sait respecter cette partie de dignité de l'individu qui est son intimité, y compris non pas du corps, mais de la pensée, de l'écrit, au travers des... Les dossiers, eh bien, il y a eu des débats en 2014 sur les différents fichiers, GID, API, plus tard sur Genesis. Je n'en fais pas beaucoup là-dessus. D'abord parce qu'on a pris beaucoup de temps, et puis surtout parce que, je m'arrête sur un seul point, est-ce que les dossiers numérisés sont plus attentatoires au secret que les dossiers papier? Bon, c'est pas du tout, enfin, à mon sens, pas du tout. Parce que les dossiers numérisés bien pensés, bien construits, sont des dossiers dans lesquels on a une traçabilité parfaite d'accès en écriture. On peut savoir à tout moment qui a accédé et pour faire quoi. Ce qui n'est pas le cas avec un dossier papier. Une curiosité malsaine, par exemple, d'un professionnel de santé qui tombe sur une partie du dossier pénal, ou d'un membre de l'AP qui tombe sur une ordonnance médicale, curiosité malsaine, papier, on jette un coup d'œil, on va même jusqu'à faire une photo avec son portable, ça laisse pas de traces, en supposant même qu'on en ait entendu parler, comment le accès à un dossier numérique. On le sait très bien. Dans le domaine judiciaire, il y a une vingtaine d'années, un vice-président du TGI de Nice, je ne dirais pas le nom, mais c'est un animal plutôt rouquin, et qui s'est fait choper pour utiliser son login et son mot de passe pour des curiosités illégales, contraires à la loi. Il y a eu un doute, on a interrogé le casier judiciaire à Nantes, on a sorti une vingtaine d'accès n'étaient pas justifiés, il a été mis à la retraite d'office, sanction disciplinaire, violation du secret. Mal utiliser les outils qu'on détient de manière licite pour violer des secrets est une infraction pénale et une faute disciplinaire. Donc, n'ayons pas peur des outils, c'est pas les outils qui posent question, non, la manière et le contrôle, l'autocontrôle déontologique, mais aussi l'exocontrôle. On attaque la deuxième partie ou je m'arrête? Allez, cours. Deuxième partie, les secrets de la prison et l'aspect dynamique des éventuelles circulations relatives. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces dérogations au secret dans le monde pénitentiaire, évidemment? Bien, qu'il faut distinguer, en tout cas, ce que je vous propose, des partages d'informations, des secrets partagés, à différencier des échanges, à différencier des signalements. Là encore, c'est l'obsession des juristes sur le sens du mot et la nécessité d'une précision sur ces différentes. Le secret partagé, c'est quoi? Le secret partagé, qui est en santé défini par la loi, Code de la santé publique, article L1114, c'est le fait que, dans l'intérêt du patient, deux ou plusieurs professionnels qui ont en charge même, qui sont identifiés comme étant chacun des éléments de la prise en charge de ces individus, peuvent partager les informations. À la double condition que ce soit limité aux informations qui sont utiles pour la prise en charge et qu'il n'y ait pas eu opposition de la part de l'individu concerné. Ça, c'est le secret partagé, que ce soit à l'hôpital, en clinique, en dispensaire ou en prison. Et évidemment, encore, on peut prendre des exemples tirés de la modeste expérience que nous ont permis la visite de FA, Noutania ou de ça, quand le service de santé, qui, je le rappelle, depuis 1994, est un élément, en fait, c'est un îlot d'hôpital dans la prison, eh bien, a besoin d'un complément de médicaments, d'un examen spécialisé, etc., il va y avoir forcément, à un moment ou à un autre, un infirmier qui va appeler au centre hospitalier de Polynésie pour dire est-ce que voilà, en gastro, en gynéco, etc., vous pouvez nous prendre quelqu'un, faire un examen. C'est du secret qui est partagé au sens légal. On est dans une dérogation. J'en fais pas plus. Je rajoute juste un point qui m'a vraiment picoté quand j'ai préparé cette intervention, c'est concernant le SPIP. Parce que dans le nouvel article D113-45
du code pénitentiaire, donc la partie issue du décret le plus récent, il est prévu, je cite, « Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel ». Je ne mange pas de pain de le dire dans un décret, mais de toute façon, c'est la loi. Donc, très bien. Mais, ce qui est beaucoup plus discutable, et peut-être qu'il y aura un recours, notre collègue spécialiste de droit administratif va le consulter sur ce point, il est dit que les personnels du SPIP ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidence auprès des personnes prises en charge. Et là, ça m'a picoté. Pourquoi ? Parce que le mot confidence, il a existé. Il a existé, mais là encore, depuis 1992, il a été exclu parce que ça faisait un tri anormal entre les informations qu'on recevait par confidence. J'ai entendu, il fallait qu'on m'ait demandé de jurer de respecter le secret pour que ce soit une confidence, et les autres que je pouvais découvrir par moi-même. La jurisprudence avait anticipé, le législateur a dit, on met tout ça à plat, tous les secrets, tous les morceaux d'intimité sont du secret. Et là, on voit en 2022 ressurgir un critère de confidence qui nous sort d'on ne sait où et qui n'a, à mon avis, pas de grand intérêt. Des échanges. On a vu les partages, on parle des échanges. Les échanges, là, on se rapproche de la mission pénitentiaire et de cet équilibre des droits et devoirs, puisque dans l'intérêt du détenu ou dans l'intérêt du service, la loi et les textes réglementaires prévoient évidemment des dérogations au secret. Ça n'est plus forcément exclusivement dans son intérêt. Ou en tout cas, si c'est dans son intérêt, ça pourrait être sans son consentement. Et c'est en cela que ces échanges sont atypiques par rapport au droit commun de respect du secret. Par exemple, les visites de santé, médicales du service de santé pour les personnes au quartier disciplinaire qui peuvent être et qui doivent être réalisées. De même, l'examen médical des arrivants, etc. C'est sans le consentement, au nom de la sécurité de l'individu, mais aussi de l'établissement, de la responsabilité de l'État. Enfin, des signalements. Je rappelle pour les étudiants, parce que les autres le savent, que on distingue en procédure pénale la plainte, la dénonciation, le signalement. La plainte, l'individu affirme avoir été victime d'une infraction. La dénonciation, quelqu'un vient rapporter au fort de l'ordre qu'il a connaissance d'une infraction, qu'il dénonce, de son voisin, de son cousin. Le signalement, c'est le cas, au sens strict, d'un individu tenu au secret et que la loi autorise à dénoncer. Autorise ou impose. On a en droit pénal classique, et on peut l'appliquer au monde pénitentiaire, évidemment des signalements. Alors des signalements qui sont prévus par certains textes réglementaires, mais je resterai moi sur les fonctionnements de droit commun. De droit commun, à savoir l'état de nécessité, lorsqu'il y a un danger qui provient de l'individu, de l'extérieur ou de la nature, etc., eh bien 122.7 du code pénal, tout individu pourra bénéficier du fait justificatif d'état de nécessité. Il commet une infraction pour sauvegarder une valeur supérieure. S'il est choisi de violer le secret pour sauvegarder la vie ou la santé de l'individu, évidemment, on est dans 122.7 et il n'y a pas de problème. Et puis, le signalement le plus évident, où là on passe de la dérogation facultative à la dérogation obligatoire, c'est l'obligation de porter secours à personne en péril. C'est 223.6 du code pénal. Quand un individu appelle au secours parce qu'il y a un individu qui est accroché, parce qu'il y a un autre qui fait des convulsions ou qui est dans une mare de sang, évidemment, qu'on soit dans la détention, hors la détention, le droit commun s'applique, 223.6, et quand on peut préserver, quand le SAMU intervient sur la voie publique, s'il peut préserver le secret, il essaye, il bâche, il protège, mais quand il peut pas, eh bien le soin et le secours à personne, la fraternité active prime sur le secret dans cette tête. Quant au Bataclan, le 13 novembre 2015, eh bien les deux colonnes médicales du docteur Safran et du docteur Langlois rentrent dans le bâtiment. Elles font quoi ces colonnes médicales? Elles font du tri. Il y a les morts, ils sont plus en péril. Il y a les blessés légers, on peut attendre. Et puis il y a ceux qui sont dans leur jargon en pronostic vital engagé et ils traitent au vu et au su de tout le monde, y compris sur le trottoir. Certains sont transportés sous les caméras de BFM. Où est le secret? Il n'est pas là parce qu'il passe en arrière-plan. Le secours à personne prime sur le secret. Enfin, je voulais finir sur quelques allusions géographiques. J'ai commencé par l'histoire, je finis par la géographie. L'outre-mer et le secret,
en matière générale, est-ce compatible ou pas? Il y a des positions convergentes et divergentes à l'égard du secret. Il y a la vie communautaire qui est peu propice au maintien d'un secret. En Polynésie, en Calédonie, quand quelqu'un a une pathologie chronique, quand quelqu'un, je pense par exemple aux années SIDA, je ne sais pas qu'il a disparu, mais quand quelqu'un était séropositif, a priori toute l'île en question le savait rapidement. Donc le communautaire peut être antinomique avec les secrets. À l'inverse, le lien humain, le respect de certaines hiérarchies, de certaines solidarités familiales, peut préserver le secret. Et je voudrais ici faire allusion à Jacques Brel. Jacques Brel, dont le cancer est diagnostiqué en 1974. Pendant 4 ans, il va pouvoir vivre, évidemment, aux Marquises, sans que personne ne fasse fuiter l'information. Pourtant, il y avait de nombreux Marquisiens, de nombreux Polynésiens, de nombreux médecins, y compris à Papeete, qui étaient au courant. Il a fallu qu'il aille en métropole pour que, à l'aéroport, il soit pris en photo, malade, etc., et que ça fuite, et que ça se sache. Comme quoi, il y a dans l'outre-mer, dans la culture d'outre-mer, des possibilités, des pratiques, des habitudes qui peuvent nous donner l'exemple. Je terminerai. Alors, j'avais mis de côté quand même un extrait de sa chanson, Les Marquises. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Et là, je me suis dit, souvenir de Nouvelle-Calédonie, que le puits, ça peut être aussi le puits de la dignité au fond duquel certains se sont projetés, loin des étoiles, etc. Et les Calédoniens, les Mélanésiens, Calédoniens, disent souvent cela. Ils disent, c'est pas le puits qui est trop profond, c'est la corde qui est trop courte. La corde, c'est aussi le droit, la loi, l'éthique et la déontologie. Et enfin, puisque on a des personnes de la pénitentiaire, même si le directeur s'est enfui lâchement, sachant que j'allais parler de lui à la fin, vous lui direz de ma part un proverbe lorrain pour terminer. En Lorraine, on dit un secret, plus il a de gardiens, moins il est gardé.